Donc, il est 11 heures. Je vous propose qu'on démarre. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints ce matin. Donc, nous allons débuter ce webinaire autour de l'inaptitude, comment repérer précocement les salariés en difficulté du fait de leur état de santé. Et tout de suite, je vais donner la parole à Madame François pour une petite introduction de ce webinaire. Bonjour à tous, donc comme l'a dit Marion, ravie de vous accueillir ce matin. Donc je suis Valérie François, chargée d'études et développement à l'AGFIP, en charge plus particulièrement de tous les sujets liés au maintien dans l'emploi et à la prévention de la désinsertion professionnelle pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce webinaire est le troisième webinaire d'un cycle de 4 consacré au handicap et aux problématiques de santé au travail. Pour rappel, les 2 premiers webinaires ont été enregistrés et donc vous pourrez visionner les replays sur les sites de l'AGFIP et de l'ADRETS. Celui-ci l'est également et le prochain le sera aussi. Alors au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, les différents intervenants vont s'efforcer de vous outiller pour vous permettre d'agir et d'éviter l'inaptitude de vos salariés dont l'état de santé pourrait compromettre le maintien à leur poste de travail. L'une des principales conditions de réussite de ces maintiens, c'est vraiment la précocité des actions qui seront mises en place, car cette précocité va permettre d'éviter les décrochages et par conséquent l'inaptitude qui pourrait en résulter. D'où l'importance et l'intérêt de mettre en place un travail, une politique de prévention en associant l'ensemble des acteurs, qu'ils soient internes, comme par exemple bien sûr les représentants du personnel, les membres du CSE, mais également les dirigeants, l'encadrement, les collaborateurs eux-mêmes. Mais vous pouvez également vous appuyer sur des acteurs externes qui vous seront présentés au cours de cette séquence. Enfin, vous connaîtrez à l'issue de ce webinaire quels sont les modes d'action favorables à ce que l'on appelle la détection précoce de vos salariés qui, du fait d'un problème de santé, peuvent ne pas être maintenus à leur poste de travail. Voilà, du coup, je laisse la parole à nouveau à Marion sur les aspects un peu techniques. Pour ma part, je vous souhaite un très bon webinaire et j'espère qu'il répondra à vos attentes. Merci beaucoup Valérie. Moi, simplement quelques petits rappels, comme nous sommes sur un format webinaire, vous n'avez pas accès à votre caméra ni à votre micro, c'est tout à fait normal. Si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat et au cours des présentations des différents intervenants, nous laisserons après chaque temps d'intervention un petit temps de questions-réponses. Donc vous avez un onglet en bas de votre écran avec écrit questions-réponses. Donc nous vous demandons de poser vos questions via cet onglet exclusivement et puis les petites interrogations ou les modalités techniques plutôt via le chat. Comme ça, nous, sur la partie questions-réponses, ça nous permet de voir au fur et à mesure vos questions remonter et de pouvoir les poser aux intervenants directement après leurs interventions. Voilà, on ne pourra pas tout traiter, donc certaines questions seront mises de côté et elles feront l'objet d'une foire aux questions qui sera ensuite diffusée sur les sites de l'AGFIP et de l'ADRETS, de même que ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition en replay sur les sites internet avec le support de présentation qui va être déroulé tout au long du webinaire. Sur ce, moi aussi, je vous souhaite un très bon webinaire et je vais donner la parole tout de suite à Madame Bovin de l'ADRETS pour vous parler un peu de l'intérêt à agir pour repérer précocement les salariés en difficulté de santé. Bonjour, donc Stéphanie Bovin de l'ADRETS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc effectivement, il s'agit tout d'abord d'anticiper pour éviter les décrochages et les inaptitudes. Donc la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est un enjeu auquel la loi du 2 août 2020 entend répondre en redéfinissant le rôle des différents acteurs, en encourageant les décloisonnements, en renforçant certains dispositifs tels que les visites de pré-reprise, les visites à mi-carrière, les essais encadrés ou encore les conventions de rééducation professionnelle en entreprise. Donc, d'après le dispositif d'observation de l'ERET, donc l'engagement régional pour l'emploi des travailleurs handicapés en 2020, 11 511 inscriptions à Pôle emploi suite à un licenciement pour inaptitude dans la région ont été enregistrées en 2020. Ça concernait 55% de femmes
40% avaient plus de 50 ans et 64% étaient de niveau 5 ou plus. Donc, des facteurs apparaissent très structurants de la réussite ou de la pénalisation des parcours, tels que le sexe, l'âge, le niveau de qualification, la qualité de l'accompagnement, la formation, notamment avant la rupture du contrat de travail. Donc, nous engageons une étude sur la situation et les parcours des personnes licenciées pour inaptitude dans la région. Donc, nous pourrons partager les conclusions l'année prochaine. Une étude ancienne avait été conduite en Bretagne en 2012 et avait révélé que seuls 12% ont un projet professionnel au moment de leurs inscriptions comme demandeurs d'emploi et que 12 mois après leur inscription à Pôle emploi, 43% des licenciés pour inaptitude étaient toujours au chômage et seulement 18% sont en emploi. Donc, nous verrons si ces tendances sont observées aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour obtenir une prévention favorable au maintien des compétences au poste et dans l'emploi, l'entreprise et le collectif de travail ont un rôle central. Il est nécessaire d'aborder la question du maintien dans l'emploi de manière globale et non par le seul prisme de l'adéquation entre l'état de santé d'une personne et un poste de travail à l'instant T. Donc, il s'agit d'anticiper et pas uniquement de réagir quand la situation de santé d'un salarié met en question sa capacité à continuer à tenir son emploi au moment de sa reprise de travail. Donc, anticiper, c'est agir sur les causes endogènes de l'entreprise, car une partie des problèmes de santé peut être liée à l'activité professionnelle. Mais anticiper, c'est aussi identifier les solutions organisationnelles et les mesures de formation concernant l'encadrement et l'accompagnement qui devront être mises en œuvre pour répondre aux besoins, notamment du fait du rallongement des carrières professionnelles. Donc, ça peut être dû à l'usure professionnelle ou encore les situations de salariés victimes de maladies chroniques évolutives. Donc, la prévention s'organise à l'échelle de l'entreprise, mais aussi en coordination avec les partenaires spécialisés. Donc, pour rappel, les principaux partenaires, ça va être la GFIP, la CARSAT CPAM, l'association Comet France, Cap Emploi, l'AMDPH, la MSA et aussi les services de santé au travail. Merci beaucoup, Madame Bovin. Donc, c'était pour notre introduction. Nous allons maintenant rentrer un peu dans le détail en nous intéressant à comment est-ce qu'on peut repérer et donc agir pour éviter l'inaptitude. Et dans ce cadre-là, nous avons le témoignage de Madame Claire Brett de l'entreprise Sanchez BTP. Donc malheureusement, Madame Brett n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais elle a quand même tenu à enregistrer son intervention pour pouvoir vous transmettre son témoignage. Donc tout de suite, je vais diffuser son intervention. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire via l'onglet questions-réponses. Elles lui seront envoyées à la suite du webinaire et elle pourra vous y répondre dans le cadre de la foire aux questions. Tous. Alors, Claire Brett, directrice de l'entreprise Sanchez. Tout d'abord, je me permets de m'excuser. Cette conversation est enregistrée, mais vous pourrez poser vos questions et par l'intermédiaire de Madame Goffard, je pourrai vous apporter des réponses. Je m'excuse aussi parce que je vais représenter succinctement qui je suis et qui est l'entreprise et le contexte qui m'a amené à m'intéresser à l'inaptitude pour les précédents participants au dernier webinaire. Alors, une petite présentation succincte de l'entreprise. Donc, c'est une entreprise de BTP qui a été créée en 83 avec 38 salariés pour poser un peu le contexte. Un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et 4 activités principales que sont l'aménagement de surface, les voiries réseaux diverses, gros œuvres génie civil, les réseaux la canalisation et les travaux spéciaux. Pour parler de moi rapidement, j'ai 39 ans, j'ai fait 10 années d'expérience en collectivité territoriale et j'ai intégré l'entreprise Sanchez en mai 2019 sur un poste de directrice. C'est une création de poste et depuis avril 2020, je suis co-gérante associée.
Ce qui m'a amené au contexte de l'inaptitude, c'est qu'après 2 années de prise de poste, j'ai eu assez rapidement 3 licenciements pour cause d'impossibilité de reclassement suite à inaptitude chez des personnels qui n'étaient pas si âgés que ça, des personnels seniors, mais à qui il restait quand même un avenir professionnel. C'est des situations que j'ai trouvées bouleversantes sur le plan humain et qui ont provoqué des pertes de savoir critiques pour l'entreprise. Alors, mes objectifs en tant qu'employeur, c'est d'inculquer une culture de prévention au quotidien et de démontrer les bénéfices de la prévention tant sur le plan humain que sur les performances de l'entreprise, parce que prévention n'est pas incompatible avec rentabilité. Et donc, on s'est fixé comme enjeu de fédérer l'ensemble des acteurs autour d'un projet qui est la culture de prévention, d'optimiser toute l'organisation autour de la sécurité sur nos chantiers en clarifiant le rôle de chacun et en communiquant, qu'on réussisse à améliorer le respect et le fonctionnement de nos plans de prévention existants et qu'on améliore également l'ambiance et les rapports sociaux entre chaque salarié de l'entreprise en intégrant les contraintes humaines auxquelles on est confronté dans nos métiers et en générant des valeurs de respect de l'humain, donc autour de la qualité de vie au travail. Les difficultés auxquelles je suis confrontée, c'est que dans le secteur particulier qui est le bâtiment et les travaux publics, c'est un secteur qui est le plus affecté par les accidents de travail suivis d'arrêt et par la maladie professionnelle. Et c'est un secteur aussi où le système D est souvent employé, c'est-à-dire que on n'a pas les moyens, on se débrouille même au risque pour sa santé. Il y a une importance aussi d'implication de tous les acteurs et un fort leadership de l'encadrement, pour pouvoir mobiliser tout le monde et impliquer tout le monde dans cette culture de prévention. C'est ce qui me manque un peu actuellement, mais bon, on y travaille. C'est un milieu aussi où il y a conscience du risque, mais il y a un déséquilibre sur le terrain entre cette conscience et les moyens qu'il faut mettre en œuvre. Et puis, il y a une attitude et une posture qui doit rester dans l'envie d'apprendre parce que j'entends souvent, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je fais comme ça. Et on peut pas, quand on veut se lancer dans une culture de prévention, il faut changer d'attitude et de posture et avoir envie d'apprendre. Alors, on a mis en place un projet d'entreprise pour éviter au maximum l'inaptitude sur 100 chaises, en répondant à un appel à projet de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail que je remercie au passage, un appel à projet sur la prévention de la désinsertion professionnelle des seniors. Ce projet, c'est un projet expérimental que l'on a nommé CACES, choisissons d'agir collectivement pour l'emploi des seniors. Le but de ce projet d'entreprise, c'est de créer des conditions favorables à l'étude des processus ressources humaines et métiers qui sont en place actuellement dans l'entreprise pour répondre à la problématique du maintien dans l'emploi. Donc, on va commencer par cartographier l'existant et identifier les sources de dysfonctionnement, ce qui crée justement cette perte des salariés dans leur emploi. Et à terme, ce que je souhaite, c'est qu'on réponde à la problématique du maintien dans l'emploi de tous nos collaborateurs par l'impulsion d'une culture de responsabilité partagée, c'est-à-dire que chacun est responsable de sa santé et de la prévention. Pour la réussite de ce projet d'entreprise, donc il convient d'impliquer toutes les parties prenantes, donc à travers la mise en place d'un comité de pilotage où va siéger la direction, le CSE, des membres dans l'encadrement et les collaborateurs. On va s'entourer de partenaires et acteurs de la santé au travail et du maintien dans l'emploi que sont Cap Emploi, l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, la CARSAT Auvergne, l'AGFIP, l'AIST Prévention Active et l'organisme de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'OPP-BTP. Donc ça, ce sont
des organismes que j'ai déjà contactés et qui peuvent nous apporter beaucoup autour de la prévention et du maintien dans l'emploi de nos collaborateurs. Pour mener à bien le projet, je me suis entourée d'une équipe pluridisciplinaire à travers NS Management et AFS Prévention. Alors, le projet va se séquencer en 3 phases. Il va commencer à partir du mois prochain. Donc, la première phase, c'est l'initialisation et la communication autour du projet, parce que l'objectif, c'est de rendre accessibles et lisibles les composantes du projet pour lui donner du sens et que chacun puisse percevoir son propre bénéfice à son échelle. J'insiste sur le fait que l'ADN du projet, c'est vraiment la co-responsabilité et rendre acteur tout un chacun. Pour mener à bien une campagne, une culture de prévention, il faut que chacun se sente responsable de soi-même et de ses collègues. Et c'est comme ça qu'on évitera d'arriver à l'inaptitude. C'est aussi cette phase d'initialisation pour rassurer en affirmant une position de transparence, parce qu'il ne faut pas que les salariés aient des doutes sur le fait de pouvoir se confier, parler des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au travail, des souffrances qu'ils peuvent rencontrer au travail, parce que je le répète, hein, le monde du BTP, c'est un peu un monde de rustres, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais où on n'a pas l'habitude de se plaindre et c'est comme ça qu'on en arrive malheureusement à des maladies professionnelles et à des inaptitudes. Donc voilà, l'objectif c'est de rassurer pour que chacun puisse prendre la parole et puisse s'expliquer, exprimer ses difficultés et pour qu'ensemble on puisse améliorer les choses. Et donc voilà, garantir une écoute et argumenter les choix que l'on fera ensuite tous ensemble. La deuxième phase du projet, donc on va rentrer dans le concret, dans sa mise en œuvre, où on va identifier les compétences clés de l'entreprise, parce que c'est vrai que la désinsertion de nos salariés suite à l'inaptitude, ils partent avec leurs compétences. Donc, il faut vraiment identifier les compétences clés de l'entreprise. Autour de ces compétences, identifier les risques qui peuvent conduire à la désinsertion. Donc, on va en rencontrer de 2 types. Il y a les risques d'usure physique, avec dans nos métiers les gestes répétitifs qu'on va pouvoir rencontrer, la pénibilité au travail, alors qui s'améliore petit à petit par la mécanisation, mais on a encore des progrès à faire, et aussi par l'organisation du travail. Quelquefois, le fait de prendre le temps d'organiser ces tâches, on va pouvoir s'économiser physiquement. Donc ça aussi, c'est une vraie culture. Et il faut l'apprendre, il faut mettre ça en place. Et puis il y a aussi l'inaptitude, c'est pas que le physique, ça peut être aussi de l'usure psychologique. Si on a affaire à des collaborateurs à qui on met tout le temps la pression, qui ont trop de responsabilités, qui ont peut-être pas assez de collaborateurs sur le terrain pour déléguer les tâches, qui ont trop de charges de travail. On peut aussi arriver à l'inaptitude, et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a un métier physique qu'il va y avoir que des usures physiques. Je peux avoir aussi des salariés qui vont peut-être aller moins sur le terrain, mais qui vont subir beaucoup de pression et qui peuvent finalement faire un burn-out et devenir inaptes à leur poste. Et donc, ça aussi, il faut s'en prémunir parce qu'on a besoin de tout le monde dans l'entreprise. Et on va se questionner justement sur l'organisation du travail chez nous, dans notre entreprise. Donc là, ce projet d'entreprise, c'est vraiment adapté à notre entreprise pour comprendre un petit peu l'impact sur les conditions de travail de nos salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va adapté à notre entreprise, mais on va pouvoir mettre en place une méthodologie qui, je pense, pourra être dupliquée. Et donc, ça me conduit à la dernière phase de travail, qui est la phase de capitalisation, où l'objectif va être de définir la politique de prévention des risques professionnels claire et partagée avec tous les acteurs du groupe, parce qu'il y a plusieurs entreprises, il y en a d'autres que Sanchez, mais voilà, on va dupliquer à l'échelle du groupe et on va intégrer cette politique de prévention à la politique globale de l'entreprise.
et ensuite donner de la lisibilité sur les possibilités d'action en faveur du maintien dans l'emploi. Donc, cette première, ce travail-là se déroule en 3 phases. Sur à peu près 6 mois. L'objectif, c'est vraiment de réussir à mettre tout le monde dans la boucle, autant les salariés, le CSE, la direction et tous les organismes qui peuvent nous apporter des appuis que l'on sollicite peut-être pas forcément assez. À l'issue de ce projet, j'ai bon espoir qu'il puisse être capitalisé, que la méthodologie puisse être remontée et qu'elle puisse être dupliquée sur d'autres entreprises pour aider d'autres employeurs pour éviter l'inaptitude dans leurs entreprises. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc c'était le témoignage de Madame Brett, hein, qui ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions à lui poser en lien avec ce témoignage, à les écrire dans l'onglet questions-réponses et que nous les transmettrons par la suite. Donc, pour continuer sur aussi le témoignage de Madame Brett, comme elle le disait très, très clairement, c'est que pour faire de la prévention et repérer précocement les salariés en difficulté, on s'appuie à la fois sur des ressources internes, mais aussi sur des ressources externes. Et donc, notre troisième partie, ça va être justement de comprendre sur quels acteurs on va pouvoir s'appuyer, quels acteurs on va pouvoir mobiliser pour faire ce travail de repérage précoce. Et tout de suite, je vais donner la parole à Monsieur Franck Bouillet, donc président de la commission maintien du réseau Présence, qui va nous parler un peu du rôle des services de santé au travail. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, je représente aujourd'hui le réseau Présence. Présence, c'est l'organisme national représentatif des services de prévention et de santé au travail interentreprise. Je suis également directeur d'un service SSTI 03 qui est un contour départemental, comme son nom l'indique, qui intervient sur les départements de l'Allier. Au niveau national, adhérents au réseau Présence, c'est 235 SP-STI, puisque la loi modifie depuis le 2 août légèrement notre nom en rajoutant le terme prévention. Donc c'est important puisque on nous connaît par notre action traditionnelle en termes de suivi médical, mais on nous identifie pas assez souvent sur tout le volet prévention et les actions complémentaires que je pourrais débattre et présenter dans les slides suivants. Donc, 13 associations régionales. Au niveau national, ça constitue 17 000 collaborateurs et on est aujourd'hui à plus d'1,5 million d'entreprises adhérentes pour un peu plus de 15 millions de salariés suivis. On a la chance que ce sont des données de l'an dernier et que la reprise économique se fait et qu'on suit actuellement de plus en plus de monde. Alors, pour être plus précis au niveau en Auvergne-Rhône-Alpes, nous suivons 200 000 entreprises. Nous sommes effectivement un acteur de proximité. Il y a 29 services en Auvergne-Rhône-Alpes pour 12 départements. Donc, on voit que dans certains départements, il y a plusieurs services de santé au travail, mais aussi également que chaque service de santé au travail a plusieurs centres, plusieurs annexes, qui fait qu'il y a une proximité pour suivre les 2 millions de salariés. Là encore, le tissu, même si peut être très variable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur 95% des adhérents qui sont des TPE, PME de moins de 50 salariés et qui, de ce fait, pour beaucoup d'entre elles, ont besoin d'un conseil et d'un accompagnement puisqu'elles ne disposent pas des ressources en interne pour gérer tout un tas de situations et en particulier les situations relevant de la prévention de la désinsertion professionnelle de leurs collaborateurs. 1800 professionnels. Donc, nous sommes organisés en équipe pluridisciplinaire. Donc, à côté du binôme médecin et secrétaire médical qui se fait identifier en tant qu'assistante et secrétaire médical dans ce qu'on vous présente, d'autres professions, depuis quelques années, interviennent aux côtés du médecin pour compléter ces interventions de manière déléguée, notamment sur le volet médical, les infirmiers en santé au travail. Donc, on voit que les médecins sont encore majoritaires sur le plan des intervenants de santé, mais que de plus en plus, et ce chiffre augmente, nous associons aux interventions du médecin en fonction du type de suivi, en fonction du type de visite, des infirmiers.
Nous associons également dans les équipes pluridisciplinaires des intervenants spécialisés dans la prévention des risques professionnels. Et ces intervenants-là interviennent sur les lieux de travail. Et ce sont des professionnels qui peuvent être des assistants techniques, mais également des ergonomes, des ingénieurs, pour suivre, ou psychologues du travail, pour intervenir sur des sujets ou des situations délicates, au-delà du suivi individuel traditionnel. Donc, toutes ces interventions en Auvergne-Rhône-Alpes constituent un certain nombre de visites médicales et de prestations. Donc, si on veut bien changer, merci. Donc, alors, nos missions principales, vous les connaissez, nos missions principales. Notre mission principale, celle-ci, vous la connaissez tous, puisqu'elle est historique depuis 1946, assurer un suivi individuel et adapté de l'état de santé de tous les travailleurs. Alors, je vous ai donné aujourd'hui des résultats d'activité 2019 parce qu'ils sont plus significatifs que les données 2020 que nous disposons à l'heure actuelle, qui sont fortement impactées par la crise sanitaire Covid. Mais ça permet aussi de donner des chiffres sur une base de 2 millions de salariés suivis en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on voit, malgré l'espacement des visites médicales, que sur le plan simple du suivi médical, il y a quand même 925 580 visites qui ont été effectuées en 2019. Ça ne touche pas 925 000 salariés. Ça touche à peu près un tiers des salariés suivis, donc on est aux alentours de 700 000 salariés qui ont vu un médecin ou un infirmier en 2019. Sur les 925 680 visites, 667 790 l'ont été donc, par rapport à l'idée de pluridisciplinarité, l'ont été faites par un médecin du travail. Et à côté du suivi périodique, qui est historiquement l'idée, alors fut un temps, c'était la visite annuelle, maintenant ça peut aller jusqu'à 5 ans en termes d'espacement et de périodicité, on voit qu'il y a des visites dites occasionnelles, qui sont une part beaucoup plus importante des visites maintenant que fait le médecin, puisqu'il se spécialise sur des interventions plus complexes. Et dans ces visites occasionnelles, on y trouve plus de 50 000 visites de pré-reprise, 134 000 visites de reprise et 99 000, presque 100 000 visites à la demande. Alors, les visites à la demande, on ne le sait pas toujours, mais en règle générale, c'est souvent des visites où il y a une problématique et c'est souvent des visites où on détecte justement des problématiques de maintien dans l'emploi, des inquiétudes par rapport aux poursuites de l'activité professionnelle des salariés, que ce soit à la demande des employeurs ou assez fréquemment à la demande des salariés. Donc, ce sont vraiment des visites où, pour une partie d'entre elles, on débouche sur des actions plus complexes. Concernant nos missions principales, alors il faut savoir que la loi du 2 août, Mme Bouvin a un petit peu partiellement évoqué le sujet, nous amène à intervenir sur des champs nouveaux. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes à un carrefour d'intervention plus développée des services de santé au travail sur certaines missions, notamment en particulier la prévention de la désinsertion professionnelle. Et en termes de détection des situations à risque, dans le fait que nous assurons un suivi individuel adapté, on va rajouter des interventions complémentaires qui sont soit purement réalisées par le service, comme les visites de mi-carrière pour les salariés de 45 ans. Donc, c'est à ce stade de la visite de mi-carrière, c'est établir à date un état des lieux d'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur. Évaluer les risques de désinsertion professionnelle et sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail. Donc ça va être une visite systématique qui sera faite à partir du moment où le salarié atteindra son 45e année. On peut considérer que sur le plan professionnel, ce sont des seniors. Donc c'est important à un moment ou à un autre, surtout dans divers secteurs d'activité. On a parlé tout à l'heure du secteur du BTP, où on voit bien qu'il peut y avoir dans certaines situations une usure précoce des salariés. Donc c'est important de faire un point à date, en mi-carrière, avec ces professionnels-là, pour qu'on puisse travailler au plus tôt sur un accompagnement pour éventuellement de la formation en prévention ou de la formation pour acquérir d'autres compétences pour préparer de potentiels reclassements professionnels. Alors, à cela,
J'en ai parlé tout à l'heure, les visites de pré-apprise. Vous savez que les visites de pré-apprise, ce n'est pas toujours si simple à gérer puisque l'employeur est un petit peu écarté, même s'il existe des procédures particulières qui permettent d'informer les salariés, est un peu écarté de la gestion même de cette visite. C'est pour ça que le législateur a eu, suite à l'accord national interprofessionnel, l'idée de favoriser des entretiens de la liaison pendant l'arrêt de travail entre le salarié et l'employeur, sachant que l'employeur et le salarié peuvent associer le service de prévention et de santé au travail en vue du retour du salarié après une absence prolongée. Nous attendons les décrets pour clarifier cette situation-là, mais ça nous paraissait effectivement être un manque très largement constaté sur des moyens de communiquer entre les intervenants, et je pense que le législateur a permis, grâce à l'objectif de ce rendez-vous, qui permet d'informer le salarié et qui permet de renouer un contact avec l'employeur, de préparer au mieux une éventuelle visite de pré-apprise qui s'est faite à la demande du salarié et de préparer au mieux les éventuelles mesures d'adaptation qu'on pourrait mettre en place à la reprise du salarié. Alors, ce qu'on connaît moins de nous, et c'est là où nous pêcherons plutôt par rapport à de la communication, bien que nous communiquions énormément sur nos actions, c'est aussi parce que finalement, en face de vous, et les employeurs, certains s'en plaignent, nous avons des maisons anciennes qui datent de 1946. Donc, de ce fait-là, on a des images, comme tout à chacun qui sommes passés en visite médicale, d'actions purement médicales. Mais depuis maintenant des années, notamment renforcées à partir de 2012, se sont développées des actions en milieu de travail, et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec d'autres types de professionnels qualifiés, notamment en ergonomie, pour vous accompagner, pour accompagner les employeurs sur une phase plus collective de prévention primaire. Dans ces éléments-là, nos objectifs sont d'informer, de sensibiliser, conseiller pour agir en prévention, notamment vous accompagner par exemple pour le DUERP, et aussi aider toutes les entreprises à évaluer les risques professionnels. Alors, par rapport aux actions de 2021 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 6503 actions, dont l'essentiel maintenant sont revenus en présentiel, il y a encore très peu, encore un subside des actions en distanciel, mais l'essentiel de nos actions sont revenues en présentiel. Je vous ai fait une répartition de ces actions, pas pour le juin 2021, mais plus significatif pour ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'année 2019. Donc, on voit qu'à côté des actions de visite simple, de visite médicale, on développe des actions de métrologie, des actions d'études de poste, des actions de sensibilisation qui sont en hausse dans le réseau et qui vont continuer à se développer, notamment en lien avec des éléments de santé publique, et vous savez pourquoi. Et puis, des interventions très important, on oublie souvent, les fiches d'entreprise qui permettent, c'est une intervention du service de santé au travail, qui permettent d'évaluer pour l'entreprise et de présenter les facteurs de risque professionnel et déjà, à côté du DUERP, émettre des possibles solutions d'orientation afin d'améliorer la prévention dans les entreprises. Alors, à côté de cela, on rajoute, et ça c'est sur le sujet, sur agir sur l'inaptitude, aux côtés des interventions habituelles médicales, historiques médicales, des interventions techniques que nous faisons maintenant depuis quelques années, nous y ajoutons une autre intervention, enfin le législateur depuis le 2 août ajoute une autre intervention, c'est repérer et accompagner les salariés en risque de désinsertion dans le cadre de la création de cellules PDP. Les objectifs principaux étant la détection précoce et l'accompagnement des salariés en risque de désinsertion professionnelle et par là même de proposer et d'organiser un relais avec les partenaires de la prévention de la désinsertion professionnelle. Travailler sur ces questions-là, c'est un travail pluriel en fonction de typologie du dossier et en fonction de sa complexité. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, je dirais qu'on n'a pas forcément attendu la loi, mais la loi renforce, elle nous donne une obligation, nous donne le moyen de le faire, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a presque une trentaine de % des services qui ont déjà une cellule PDP en intervention. Et dans ces cellules-là, vous y retrouvez bien évidemment du personnel médical, médecins et infirmiers, mais vous y retrouvez
des psychologues du travail, des spécialistes de conseillers en insertion et reclassement professionnel et des assistantes sociales. Alors, ces cellules PDP vont se développer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est à un carrefour, puisque les services de santé au travail qui intervenaient déjà historiquement sur la prévention de masse vont développer des accompagnements spécifiques le plus tôt possible avec les partenaires pour accompagner les personnes en risque de désinsertion professionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Bouillet. Donc, pour faire suite à votre intervention, on a eu quelques questions. On ne pourra pas tout poser, mais encore une fois, elles vous seront transmises pour que vous puissiez y répondre dans le cadre de la foire aux questions. On a une première question sur la visite de mi-carrière. Une personne qui demande si un courrier sera envoyé aux salariés directement pour leur faire un rappel de cette visite de mi-carrière. Alors, il y a une volonté de communiquer sur les évolutions réglementaires. Chaque service va décider de son mode de communication. Mais très clairement, nous avons commencé, en ce qui nous concerne, à informer les instances représentatives, que ce soit les syndicats de salariés ou les syndicats d'employeurs, de cette visite de mi-carrière. Et nous commençons à l'heure actuelle justement à réfléchir sur des éléments de communication pour permettre de diffuser au mieux cette information. Cette visite-là est à l'institut de l'employeur. Donc, de ce fait, d'abord, c'est informer l'employeur. D'abord, c'est accompagner l'employeur sur la mise en place de ces visites-là. Et après, c'est accompagner les salariés qui sont concernés par cette évaluation de leur situation à mi-carrière. Merci beaucoup. Une autre question, tout à l'heure, vous parliez de métrologie. On a une personne qui nous demande qu'est-ce que la métrologie? C'est évaluer des mesures d'ambiance, c'est réaliser des mesures d'ambiance qui peuvent être des mesures d'ambiance concernant le bruit, les ambiances lumineuses, donc ambiance sonore, ambiance lumineuse, les ambiances chimiques. Donc, c'est la détection de situations qui permettent, qui peuvent mettre en évidence des risques particuliers. Donc, cela, les services se dotent de plus en plus de compétences techniques en interne et des outils très spécialisés pour arriver à rendre des diagnostics permettant à l'entreprise d'agir. Diagnostic et action. Alors, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font appel à des intervenants spécialisés qui sont payants. Mais à côté de cela, les services, alors évidemment, c'est peut-être des prestations qui sont moins complètes, mais c'est des prestations pour une bonne partie d'entre elles qui sont comprises dans la cotisation que l'employeur paye à chaque service de santé au travail. Et si j'avais un message à faire passer sur les éléments concernant les actions de milieu de travail, les entreprises n'ont pas suffisamment les réflexes pour nous appeler pour ces interventions de milieu de travail. Et aujourd'hui, en plus, de manière très agressive, il y a des communications qui sont faites aux aides au DURP en faisant peur aux employeurs et souvent en vendant des prestations qui ont un coût très conséquent, alors qu'en parallèle, l'employeur pourrait être guidé d'une part, et d'autre part, lorsque les interventions sont conséquentes, accompagné sur le choix du consultant pour pouvoir le réaliser. Merci beaucoup, Monsieur Bouillet. On vous posera donc les autres questions à l'écrit et puis comme ça, on va pouvoir passer à l'intervention d'après parce que nous sommes un peu contraints par le temps. Mais encore merci pour votre intervention et pour les différents éléments que vous avez portés à notre connaissance. Merci à vous. Je vais tout de suite donner la parole dans la continuité de l'intervention de Monsieur Bouillet à Madame Baptiste avec l'appui de Madame Lebec qui vont plutôt nous présenter cette fois le rôle de la CARSAT et comment est-ce qu'elle va pouvoir vous accompagner en tant qu'employeur face aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer, problématiques de santé de vos salariés. Donc oui, bonjour. Par contre, je ne dois pas avoir accès à la caméra, Marion. Normalement, c'est bon. C'est parfait. Merci. Donc, on va commencer cette présentation. On va la faire à deux voix, comme vous a dit Marion. Donc, je me présente rapidement. Sophie Lebec, responsable adjointe du service social CARSAT du Rhône.
et donc en binôme avec Madame Baptiste, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Justine Baptiste, assistante sociale à la CARSAT Auvergne au service social de Clermont-Ferrand. Merci. Ensuite, on pourra aussi avoir l'appui de Madame Chalex pour les questions plus techniques, qui est aussi assistante sociale en Auvergne. Donc, l'élément clé pour accompagner un salarié en fragilité au niveau de sa santé avec un potentiel risque d'inaptitude, c'est la précocité, comme on vous a dit tout le long de ce webinaire. Et cette précocité, elle est possible si vous connaissez les acteurs du maintien dans l'emploi et vous savez les contacter très rapidement. Donc, notre présentation va vous permettre de connaître le rôle du service social de la CARSAT, Auvergne et Rhône-Alpes, dans le parcours d'un salarié identifié comme en fragilité. Alors, soit fragilité parce que des arrêts courts mais réitérés, ou soit parce qu'un salarié en arrêt sur une longue période. Ceci pour le risque maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Donc, le service social de la CARSAT a connaissance des personnes en arrêt de travail par différents biais. Donc, il y a les signalements qui peuvent nous être faits par le service médical, nos médecins conseils. Les requêtes qui nous sont aussi envoyées par l'assurance maladie. Donc, toutes les personnes qui sont en arrêt de travail depuis au moins 60 jours nous sont signalées. Après, chaque département au niveau du service social a sa propre organisation pour traiter ces requêtes. Aussi, nous sont signalées les personnes en arrêt de travail par nos partenaires, tels que les services de santé au travail, le Cap Emploi, les services sociaux en entreprise aussi. Aussi, en tant qu'employeur, donc vous pouvez tout à fait signaler l'existence du service social à vos salariés qui pourront prendre contact avec nous, soit en contactant 3646, soit via leur compte Amélie. Donc, ça, c'est les 4 entrées possibles pour pouvoir contacter le service social et qu'on puisse accompagner ensuite le salarié en fonction de sa situation. Donc, afin de vous permettre de bien connaître le service social et son rôle, on va partir de la pyramide qui va se dérouler sous vos yeux. Donc, c'est un outil qu'on a déjà utilisé pour le webinaire du 29 avril, mais qu'on a encore amélioré. Et donc, on va vous développer des exemples très concrets qui vous permettront de voir quand solliciter le service social. Donc, sur la gauche de la pyramide, vous allez voir dérouler les partenaires du maintien dans l'emploi que l'assistante sociale peut solliciter. La construction de la pyramide au centre, ça vous permettra de voir les situations où en sont les salariés. Et sur votre droite seront déroulés les partenaires qui peuvent accompagner le salarié pendant son arrêt de travail. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Madame Baptiste qui va vous exposer les différentes situations en fonction des fragilités. Le premier niveau, on est sur un niveau de prévention primaire ciblé. La personne n'est pas encore en arrêt de travail. Alors, merci Sophie. Je n'ai pas de retour caméra, donc j'espère que vous me voyez correctement. Je suppose que oui. Comme vous disiez, Sophie Lebec, on va tâcher de vous présenter des exemples le plus concrets possibles, courts mais concrets, pour que ce soit parlant. Et à chaque fois, chaque exemple correspondra à un niveau de fragilité des salariés. Donc, on va commencer en effet par le niveau prévention primaire, qui rejoint un petit peu le genre d'action qui peut être mené, qui nous a été présenté sur l'entreprise Sanchez BTP tout à l'heure par Madame Brett. Alors là, on est sur une action qui a été réalisée au niveau CARSAT entre la direction des risques professionnels et le service social, qui a été menée en 2018 en direction des aides à domicile salariés en chèque emploi service universel, donc salariés en emploi direct. Donc, le service social et le service des risques professionnels ont animé des groupes. Cette action était un groupe d'aide à domicile identifié en milieu rural. L'objectif, c'était de contribuer à réduire l'usure professionnelle de cette profession qu'on sait sinistrée sur le plan des pathologies physiques notamment, grâce à la sensibilisation, bien sûr, aux risques professionnels, mais aussi le but était d'améliorer leur connaissance sur l'accès aux droits et aux soins. C'était là le rôle du service social notamment.
Et cette action a vraiment permis de rompre un isolement réel pour ces salariés en chèque emploi service. Ça a facilité l'échange entre pairs puisqu'on a réuni des personnes exerçant la même profession, ayant le même type de contrat. Et bien sûr, identifier les lieux de ressources pour elles sur le territoire, les clics, la CARSAT, les réseaux d'aide à domicile, etc. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au deuxième niveau de la pyramide. On est sur des signaux faibles, c'est-à-dire que la personne, elle est en arrêt de travail sur des arrêts courts, mais réguliers. Donc, on peut être, par exemple, sur des pathologies évolutives et qui peut entraîner pour l'entreprise des risques de désorganisation du service du fait de ces arrêts réitérés. Donc, ceci correspond aux salariés dont le maintien au poste reste possible et qui va demander plutôt une intervention individuelle, et une adaptation au poste de travail peut être suffisante pour maintenir le salarié à son poste. Et cette anticipation du risque peut aussi être profitable pour les autres salariés, par exemple pour tous les troubles musculo-squelettiques. Donc, je laisse Justine vous illustrer ce palier. Alors oui, un petit exemple plutôt parlant d'une salariée qu'on a accompagnée, une salariée de 52 ans qui est coiffeuse dans une enseigne franchisée. On vient de lui diagnostiquer une polyarthrite rhumatoïde. Donc le médecin du travail nous a orienté cette salariée en raison de l'évolution défavorable de la pathologie qui va la contraindre à changer de métier. Donc, nous avons pu constituer rapidement son dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH et avons sollicité Cap Emploi pour la réalisation de ce qu'on appelle un conseil en évolution professionnelle. Donc, elle a dû commencer à se projeter très tôt suite à l'annonce de la maladie et nous avons ainsi pu éviter la production d'arrêts répétitifs du fait de l'état de santé qui se dégradait, et la salariée a vraiment vu une plus-value dans la projection professionnelle au plus tôt. Je relaisse la parole à Sophie pour le prochain palier. Le palier suivant, donc on est sur du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire que la personne va pouvoir rester dans l'entreprise sur un autre poste, mais dans l'entreprise. Donc, avec une reconversion professionnelle par le biais d'une remise à niveau, d'une formation dans l'entreprise. Donc, ça vous permettrait de garder un salarié qui a déjà la connaissance de l'entreprise et qui pourra apporter un regard nouveau, par exemple, dans un autre service. Je laisse Justine illustrer. Alors oui, une illustration d'une salariée âgée de 48 ans qui était en arrêt maladie. C'est le médecin conseil de l'assurance maladie suite à un contrôle qui nous a orienté cette personne qui était aide-soignante en EHPAD depuis 25 ans, atteinte d'une maladie neurologique. Après avoir évalué sa situation dans sa globalité et avoir évalué surtout les conséquences de la maladie sur l'environnement familial, l'impact économique aussi, nous avons construit un plan d'action avec cette salariée. Après avis de la médecine du travail, on a constitué une demande de ce qu'on appelle le PSOP, qui est l'équivalent d'un bilan de compétences pendant l'arrêt. Et nous avons présenté cette demande à la cellule PDP pour validation, cellule PDP de l'assurance maladie, différente de la cellule PDP que vous avez évoquée tout à l'heure, Franck Bouillet, directeur de la médecine du travail de l'Allier, où le médecin conseil de l'assurance maladie, le service administratif caisse primaire, médecine du travail, Cap Emploi, valide les demandes d'action de formation au bilan de compétences pendant l'arrêt de travail. Donc, le dossier de cette dame est passé à la cellule et a été validé par tous ces acteurs qui sont susceptibles d'intervenir dans le parcours d'un salarié en arrêt de travail. Suite à cette prestation, 2 pistes se sont dégagées. Agent d'accueil en reclassement au sein de l'EHPAD ou bien assistance administrative de gestion. Donc, nous avons proposé un essai encadré au sein de l'EHPAD sur un poste de secrétaire pour cette personne. Ça a permis à la salariée d'observer, découvrir différentes tâches que réalise sa tutrice, puisque ça a été fait en binôme, dossier d'entrée du nouveau résident, accueil physique et téléphonique, etc.
À l'issue de cet essai, les compétences requises sur le poste sont confirmées, mais l'état de santé ne lui permettra de travailler que sur un temps partiel. Donc, une concertation entre le médecin du travail et le médecin conseil de l'assurance maladie a confirmé une reprise à temps partiel, d'où l'évocation d'un passage en invalidité première catégorie pour cette personne. De nouveau, le dossier a été étudié au sein de la cellule PDP et nous avons mis en place un contrat de rééducation professionnelle en entreprise, qu'on appelle le CRTE, décidé entre l'employeur, le salarié et la CPAM, avec avis du médecin du travail bien évidemment, ce qui a permis de reprendre à madame de reprendre sur un nouveau poste de secrétaire dans l'EHPAD. Donc elle a bénéficié en fait d'un tutorat partiel par la secrétaire de direction et le responsable RH. Un bilan intermédiaire a été réalisé, comme à chaque CRTE, en présence de l'assuré et de ses tuteurs, bien évidemment du directeur et également de Cap Emploi qui a participé à la mise en place de ces mesures. Et l'assistante sociale référente du dossier de la salariée, bien évidemment. Le CRPE a confirmé donc l'adaptation au contexte. Il n'y avait pas de souci, ça a bien confirmé que le poste était adapté. Cap Emploi a pris le relais sur un accompagnement, sur une recherche de formation qualifiante en secrétariat, par contre, pour la personne, même si elle était en poste. Donc, elle a pu reprendre le poste à temps partiel, complété par sa pension d'invalidité catégorie 1. Voilà. Sophie, à vous. Donc, il y avait un deuxième exemple pour illustrer ce niveau qui correspond le plus aux situations que vous pouvez rencontrer. Donc, je laisse Justine exposer la situation de la salariée de 54 ans. Alors, de nouveau, là, pour le coup, un exemple de maintien dans l'entreprise, un poste différent également. Une dame de 54 ans, salariée depuis 25 ans, au sein d'une entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation de viande de volaille, qui là, pour le coup, avait des soucis d'ordre physique. Elle était en arrêt depuis plusieurs mois et comme parfois ça arrive, elle a souhaité reprendre, sauf que le médecin du travail s'est opposé à sa reprise. Donc, il nous a signalé sa situation et l'inaptitude temporaire qu'il avait posée. Il a également signalé la situation à Cap Emploi, bien évidemment. Donc, tout en coordonnant l'aménagement technique et ergonomique du poste avec Cap Emploi, le médecin du travail et la salariée, nous avons effectué un travail important avec la personne d'acceptation des soucis de santé, du handicap. On l'a également épaulé dans la demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Et puis, la demande aussi de reconnaissance qualité de travailleur handicapé précédemment auprès de la MDPH. Donc, elle a pu reprendre sur un poste d'emballage dans des petits contenants après avoir testé ce poste pendant l'arrêt grâce à l'essai encadré pendant 14 jours. Elle avait fait l'essai sur ce nouveau poste. Voilà. Donc là, on reste sur la partie de la pyramide qui est encore verte, sur le maintien en emploi. Le salarié ne pourra pas reprendre au sein de l'entreprise, mais on peut l'accompagner au niveau du service social CARSAT pour réfléchir sur un nouveau projet professionnel et éviter aussi toute rupture dans le parcours du salarié. Donc là, je laisse Justine illustrer cette situation. Oui, alors en effet, voilà, on est sur une situation de sortie de l'entreprise. Un monsieur de 27 ans qui travaillait depuis 7 ans dans la même petite entreprise, un poste de maçon. Quelqu'un qui avait un bac pro en maçonnerie, qui avait toujours travaillé dans ce domaine-là. Il a été victime d'un grave accident du travail sur le chantier. Il a été enseveli. Après 1 an de soins, le médecin conseil nous a signalé la situation de ce jeune. Donc, nous avons pris en charge son accompagnement. L'inaptitude annoncée par le médecin du travail en visite de pré-reprise exigeait une reconversion. Donc, nous l'avons accompagné sur la demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH et il a pu suivre une formation courte de 3 mois pendant son arrêt de travail pour l'obtention des permis poids lourd, super lourd et CACES avec l'accord une nouvelle fois de la cellule PDP de l'assurance maladie qui s'est positionnée sur la réalisation de la formation pendant l'arrêt de travail.
et le financement par son CPF et la GFIP. À la sortie de l'entreprise et avec l'aide de Cap Emploi, ce jeune homme y a pu retrouver un emploi dans une entreprise de transport. Donc, il a changé complètement d'orientation professionnelle avec un nouvel emploi qui était beaucoup adapté à sa situation médicale. Et donc, on arrive au dernier palier, le palier orange. Donc là, on est plus avec un risque de désinsertion professionnelle sur des pathologies lourdes, avec un accompagnement médico-social par l'assistante sociale du salarié, en sachant bien sûr qu'en fonction de l'évolution de l'état de santé, le salarié peut tout à fait changer de niveau dans la pyramide. Et là, je laisserai Justine plus illustrer ces situations, mais sans exemple, puisque ça correspond moins aux situations que vous pouvez rencontrer. Oui, merci. Merci Sophie. En effet, sur le dernier palier, on est sur malheureusement des personnes qui vont relever par exemple d'une invalidité catégorie 2 qui vont sortir de l'entreprise ou qui reprendront sur un tout petit temps partiel par exemple, mais avec une capacité de travail qui est extrêmement faible. Donc voilà, on est plutôt sur une prise en charge du handicap là sur ce dernier palier, donc sur ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle complètement. On met en place des mesures de compensation du handicap avec la MDPH, voilà, des choses comme ça, ou sur des retraites pour inaptitude, sur vraiment des salariés en fin de carrière, comme par exemple a pu illustrer tout à l'heure Madame Brett d'ailleurs, salariée du bâtiment, 59 ans. Voilà, c'est compliqué de partir sur une reconversion professionnelle. Voilà, merci. Merci Sophie. Merci. Donc, on est disponible pour vos questions. Merci à toutes les deux pour cette présentation très complète. Effectivement, il y a eu beaucoup de questions, donc on va pas toutes pouvoir les poser, mais bien sûr, on y répondra par la suite. Une des questions qui a été posée et qui a été partiellement à laquelle il y a une réponse déjà sur le chat, mais je pense qu'il faut la dire à haute voix, c'est quand même, est-ce que l'employeur peut solliciter le service social de la CARSAT pour travailler conjointement avec la CARSAT sur des cas de maintien dans l'emploi? Je vais répondre à cette question. Donc, la porte d'entrée, ça sera plus le salarié qui va nous contacter. Maintenant que vous connaissez le service social de la CARSAT, vous donnez nos coordonnées, 3646, ou vous lui donnez l'information par Amélie. Le salarié nous contacte et après, avec l'accord du salarié, on se mettra en contact. Alors, plus avec le service de santé au travail ou alors directement avec l'employeur, en fonction du projet et où en est la personne. Mais le premier contact, il se fait par le salarié et ensuite, avec l'accord du salarié, on contacte l'entreprise. Okay, merci beaucoup. Une autre question, c'est est-ce qu'il y a des coûts pour l'entreprise dans la prise en charge des salariés en inaptitude validée? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Les coûts pour l'entreprise dans la prise en charge des salariés en inaptitude. Alors, prise en charge des salariés en inaptitude. Après, l'inaptitude, quand on parlait d'inaptitude, c'était inaptitude temporaire, posée sur des visites de pré-reprise, les visites de conseil. Donc, il n'y a pas de décision officielle lors de ces visites-là. Après, sur les coûts après, sur un licenciement pour inaptitude, il y a le coût pour le salarié, bien sûr, mais du coup, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Si la personne répondre à côté. Voilà, oui, peut préciser, ce serait super. Aussi une autre... Peut-être, excusez-moi, d'intervention, pour essayer peut-être de comprendre la question, c'est de dire que tout ce qui est mobilisé pendant l'arrêt de travail pour le salarié, dans les mesures qui ont été citées, il n'y a aucun coût pour l'entreprise. C'est une prise en charge qui est faite par les organismes de CPF ou la GFIP et le maintien des indemnités du salarié qui suit une formation pendant l'arrêt. Mais ça n'aura aucun coût pour l'entreprise. Voilà. Okay. Merci beaucoup. On en avait encore beaucoup des questions, mais comme le temps avance, on va malheureusement devoir s'arrêter là. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, toutes vos questions seront retransmises donc à Madame Baptiste, à Madame Lebec et à Madame Charlier pour qu'elles puissent y répondre par la suite. Donc, aucune inquiétude, vous aurez des réponses très prochainement.
Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions et puis la réponse à ces quelques questions. Et tout de suite, nous allons passer donc à la dernière phase de notre webinaire sur comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur les différents acteurs dans les accompagnements à réaliser auprès des salariés en difficulté. Donc là, on va parler de deux acteurs qu'on a beaucoup évoqués dans les différentes interventions et qui vont venir nous présenter un peu comment est-ce qu'ils peuvent appuyer les employeurs dans l'élaboration de plans d'action qui vont favoriser le repérage précoce. Et tout de suite, je vais laisser la parole du coup à Madame Laurence Elsa Garnier, donc qui est chargée d'études et de développement au sein de la GFIP, et à Monsieur Laurent Gaspard, qui est directeur du Cap Emploi 42, et qui vont nous faire une présentation conjointe. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je voulais vous parler effectivement de l'accompagnement de la GFIP en direction des entreprises du secteur privé pour les aider à mieux développer leurs actions en direction du recrutement et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, quand on rencontre une entreprise, on aborde avec elle donc, ce qu'elle souhaite mettre en place pour mieux répondre à son obligation d'emploi notamment et l'aider à mettre en place des plans d'action qu'on co-construit avec cette entreprise. Donc, je dirais que par rapport à ces plans d'action, donc on va parler de sensibilisation au handicap. C'est très important que l'entreprise sensibilise les collaborateurs, les managers au handicap et notamment voilà, indique de quoi il s'agit et à quoi sert par exemple la reconnaissance de travailleurs handicapés pour que des personnes qui aujourd'hui seraient en situation, seraient en difficulté sur leur poste de travail par rapport à leur situation de santé, puissent se dire, tiens, finalement, je ne savais pas, mais peut-être que je peux être reconnu travailleur handicapé, ce qui me permettrait d'être accompagné, d'avoir des aides, peut-être un aménagement de poste ou une formation pour évoluer sur mon poste de travail, parce qu'à terme, je ne vais plus pouvoir me maintenir à mon poste de travail si je ne fais rien. Voilà, donc c'est essayer d'apporter des informations aux entreprises pour les aider à mieux communiquer sur le handicap et notamment on leur met en disposition une Active Box. Cette Active Box, c'est pour parler tous les mois parce que communiquer sur le handicap, c'est pas une fois par an, mais c'est toute l'année. Et cette possibilité de cette Active Box, c'est de parler d'un handicap tous les mois sur une typologie particulière en outillant vraiment les entreprises, en leur donnant des guides, des vidéos de témoignages, des affiches, etc. pour démystifier le handicap, faire tomber les préjugés et que les salariés se sentent moins en difficulté par rapport à ça. Ça peut être effectivement aider aussi l'entreprise sur le recrutement des personnes en situation de handicap, comment les outiller pour mieux sourcer multiplier le sourcing pour recruter des personnes en situation de handicap, leur indiquer donc qu'il y a les acteurs du service public de l'emploi comme Cap Emploi, Mission Locale, Pôle Emploi qui peuvent aussi les aider dans cet accompagnement, comment mieux structurer leur offre d'emploi, etc. pour pouvoir mieux être repérés comme employeur et qui est dans une logique d'inclusion. Et puis, c'est aussi aborder la sous-traitance avec le secteur protégé adapté, comme les EA, les ESAT, les travailleurs indépendants handicapés. Et donc, on va co-construire ensemble ces plans d'action et les accompagner jusque dans la mise en œuvre du plan d'action. Et dans le cadre de cet entretien, en fonction des besoins de l'entreprise, effectivement, on peut faire une focale sur le maintien dans l'emploi. Et on reprend un peu tout ce qui vient d'être dit par les différents intervenants d'aujourd'hui. Donc, on va leur demander si elles ont mis un process ou pas sur le maintien dans l'emploi, parce que c'est très important. L'idée, c'est vraiment d'anticiper et de ne pas être pris au dépourvu au moment où ça arrive. Donc, c'est de voir avec elles si elles ont bien identifié en interne quels sont les interlocuteurs qu'elles vont pouvoir mobiliser dans le cadre d'un maintien dans l'emploi. Donc, évidemment, au premier rang desquels le collaborateur, le manager, peut-être le référent handicap et d'autres intervenants. Et puis, sur les interlocuteurs externes, c'est aussi très important qu'elles puissent bien identifier quels sont les interlocuteurs qui vont pouvoir intervenir, quelle est leur offre de service et comment elles vont pouvoir s'appuyer sur ces interlocuteurs
pour mettre en place, pour en tout cas intervenir sur le maintien dans l'emploi et éviter qu'il y ait une inaptitude parce qu'on n'aura pas été préparé suffisamment en amont. Pareil, on les informe aussi sur les indices détectables qui peuvent mettre en difficulté une personne sur son poste de travail et que l'entreprise doit être très vigilante par rapport à soi, notamment sur l'absentéisme, ça doit parler notamment sur la fréquence et la durée des arrêts de travail. Ça peut être aussi une baisse de performance du salarié qui doit inquiéter et en tout cas qui peut mettre la puce à l'oreille. Avec une qualité de travail peut-être un peu moindre, des erreurs plus fréquentes. Ça peut être aussi une personne dont le relationnel évolue, avec peut-être de l'agressivité ou plutôt un repli sur soi. Donc tout ça, c'est des indices à prendre en compte pour pouvoir en parler avec le salarié. Et puis, on va aussi aborder la question des outils, mais là, on en a vu pas mal là, dans la première présentation, l'essai encadré, la visite de pré-reprise, le temps partiel thérapeutique, etc. Et puis, on va vraiment indiquer à l'entreprise qu'il faut qu'elle tienne un tableau de bord pour suivre toutes ces situations de maintien. Et dans des situations très concrètes, au cours de l'entretien, l'entreprise peut avoir déjà identifié des situations problématiques de maintien dont elle ne sait pas encore comment les résoudre. Et à ce moment-là, donc avec l'accord de l'entreprise, on fait un passage de relais auprès de Cap Emploi qui va pouvoir intervenir donc au sein de l'entreprise et avec le médecin du travail. Mais là, M. Gaspard donnera quelques illustrations. Donc, on intervient, nous, pour accompagner les entreprises privées, quel que soit leur effectif et leur secteur d'activité. Et si les entreprises souhaitent se mettre en contact avec la GFIP, il y a une seule adresse, donc c'est entreprise avec un s.auvergne-rhône-alpes@agfip.so.fr. Voilà. Alors, on propose aussi pas mal d'accompagnement et d'outillage aux entreprises, et notamment notre réseau des référents handicap. Les réseaux des référents handicap, il y en a dans toutes les régions. On propose aux entreprises qui souhaitent adhérer à ce réseau, évidemment c'est gratuit, de participer à des ateliers d'échange de pratiques, et notamment nous en avons fait sur le maintien dans l'emploi. Donc c'est jamais une information descendante, c'est vraiment travailler entre pairs sur profiter de ce qu'une entreprise aurait pu faire sur une situation de maintien, par exemple, pour pouvoir mutualiser, capitaliser. C'est proposer aussi des webinaires, notamment on en a pas mal fait sur la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais c'est aussi informer les entreprises de rendez-vous importants ou des actualités sur le handicap. Et aujourd'hui, avant ce webinaire, donc on a beaucoup communiqué à nos entreprises sur ce webinaire-là pour les tenir informées. Donc la GFIP, depuis peu, propose aussi des modules de professionnalisation aux entreprises. Donc actuellement, nous avons 3 modules. Les connaissances de base du handicap au travail. On a un deuxième module, c'est les missions du référent handicap, et on fait une focale sur le maintien dans l'emploi. Et le troisième module, c'est sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et ses modalités d'application. La GFIP, par rapport au maintien dans l'emploi, on a aussi des aides financières et des prestations qui peuvent être mobilisées. Donc, on a une aide au maintien dans l'emploi qui est une aide forfaitaire de 2 000 €. C'est pour permettre à l'entreprise de rechercher des solutions de maintien dans l'emploi, ce qui génère du temps. Et donc, de cette manière-là, elle peut obtenir cette aide. Dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, on a parfois besoin d'une étude préalable à l'aménagement des situations de travail, de faire intervenir un ergonome pour des situations relativement complexes qui va pouvoir vérifier quels sont les besoins en termes d'aménagement et de faire des propositions très concrètes pour aller jusqu'à l'aménagement de poste et être financé, que la GFIP peut financer ces aménagements de poste. Évidemment, on peut aussi intervenir sur la formation, et notamment, j'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'on finance aussi des PSOP, donc les prestations spécifiques d'orientation professionnelle, qui ne s'appellent plus comme ça, mais qui s'appellent Inclupro, et c'est pour permettre à l'entreprise, aux salariés de rechercher des solutions de reconversion professionnelle, de travailler sur un nouveau projet professionnel. Voilà, donc on a plusieurs aides qui peuvent être mobilisées.
Et puis, on a un espace ressources sur notre site www.gfip.fr où là, on propose beaucoup de ressources documentaires pour les employeurs, notamment des guides, des vidéos, des publications, des tableaux de bord. Et puis, nous avons, ne pas oublier aussi que nous avons un espace emploi où l'employeur peut mettre ses offres d'emploi et aussi consulter une CV Tech qui est relativement importante. Et nous avons une base expérience également qui permet d'illustrer des expériences réussies de recrutement, de maintien dans l'emploi, que l'employeur peut également mobiliser dans le cadre de la sensibilisation au handicap. Voilà, je vais passer la parole à Laurent. Bonjour, Laurent Gaspard, donc directeur du Cap Emploi à 42. En fait, j'interviens au titre de KEOPS Auvergne-Rhône-Alpes, qui est notre réseau régional. Donc, je suis là pour l'ensemble des Cap Emploi. Alors, avant d'aller sur les exemples, parce que j'ai vu des échanges là sur le chat concernant le rapprochement Pôle emploi Cap Emploi. Donc, juste une précision, ce rapprochement, il concerne une partie de l'offre de service du Cap Emploi qui est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Mais il n'a pas d'impact sur la mission des Cap Emploi, sur le champ du maintien et du CEP salarié que nous faisons et que nous allons continuer à faire. Voilà, donc c'était une petite précision que je voulais apporter. Donc, concernant les liens à GFIP Cap Emploi et notamment sur ces situations que l'on partage, deux exemples où Cap Emploi intervient pour le maintien, mais au cours desquels on va pouvoir agir directement ou indirectement sur de la prévention. Le premier cas, donc la GFIP sollicite un Cap Emploi pour son expertise suite à un dossier qui a été déposé directement par l'employeur pour un aménagement de poste. C'est une demande de prise en charge d'installation d'un pont roulant, donc c'est du matériel de fait lourd, important et avec un coût non négligeable pour un salarié qui a des problématiques fortes, voilà, et que comme l'entreprise envisage de déménager, ils se sont penchés sur la question de l'équipement des nouveaux locaux, d'où cette demande de prise en charge de ce pont roulant. Le conseil Cap Emploi donc se rend sur place. Déjà, visite le poste de travail actuel du salarié pour vérifier que l'aménagement qui est demandé répond aux besoins de la personne, du salarié. Et puis, également s'assurer qu'au-delà du pont roulant, il n'y a pas d'autres aménagements qui pourraient être nécessaires ou utiles pour cette situation. Bien sûr, il y a des échanges avec le médecin du travail pour valider les besoins d'aménagement, mais là, des échanges avec l'employeur qui sont nécessaires pour la prise en charge de ces aménagements, puisque comme le pont roulant ne va pas être à l'usage exclusif du salarié, mais bien servir à l'ensemble des salariés qui vont être sur ce poste-là, éviter et que ça permettra d'éviter des problématiques futures pour les autres salariés. On est aussi sur un aménagement qui va permettre de la prévention des TMS pour les autres salariés. Et dans ce cas-là, il y a tout un travail à faire avec l'employeur d'explication, d'engagement, de le convaincre de s'engager aussi sur cette démarche de prévention, parce que forcément, pour lui, la prise en charge de cet équipement va être plus faible, puisqu'elle ne va pas servir qu'aux salariés qui a aujourd'hui la problématique de santé. Donc, le conseil Cap Emploi va intervenir auprès de l'employeur pour l'inciter à aller sur cette démarche qui va
permettre la prévention pour les autres salariés et le maintien dans l'emploi pour le salarié qui aujourd'hui a cette problématique de TMS. Donc voilà pour la première situation. Pour la deuxième situation, donc là aussi, sollicitation du Cap emploi par la GFIP suite à une rencontre avec un employeur qui évoquait deux situations problématiques dans son entreprise. Donc, une pour un salarié qui bénéficiait déjà d'une aide, donc une RLH, qui arrivait à son terme et pour laquelle il y avait besoin pour le renouvellement d'intervenir et de réévaluer la situation et les besoins. Mais également pour un salarié pour lequel l'employeur a des interrogations fortes au regard de difficultés sur son poste de travail qui sont constatées et des interrogations sur l'existence ou pas d'un handicap qui pourrait expliquer ces problématiques rencontrées. Donc, le conseiller Cap emploi va rencontrer les salariés pour identifier les problématiques existantes, identifier les outils ou les moyens de compensation à renouveler ou à mettre en place, toujours dans le cadre de visites de poste de travail, puisque en présence du salarié, c'est ce qui permet de proposer le bon aménagement et les bons outils de compensation. Également des échanges avec le médecin du travail et le montage et la transmission des dossiers, d'un côté pour le renouvellement, mais de l'autre côté parce que effectivement le salarié pour lequel l'employeur s'interrogeait, il existe effectivement un handicap qui explique les difficultés rencontrées, des difficultés de lenteur, de rythme de travail, qui en fait sont bien en lien avec un handicap et qui vont nécessiter, là aussi, la mise en place de moyens de compensation qui vont permettre aux salariés de conserver son poste, de rester sur son poste de travail et de ne pas aller à terme vers une problématique d'inaptitude au poste. Alors, cette deuxième situation, c'est une situation que l'on commence à rencontrer de plus en plus avec des handicaps invisibles. Je pense notamment aux problématiques 10, aux problématiques, tout ce qui relève du handicap cognitif, où ce sont les manifestations du handicap qui sont considérées par l'employeur ou les collègues de travail du salarié comme des problématiques de comportement. Alors, par exemple, il est régulièrement en retard, on a l'impression qu'il est insouciant, qu'il n'écoute pas ce qu'on lui demande ou qu'il manque de respect. Et très souvent, on se rend compte que toutes ces problématiques comportementales sont liées à un handicap et que, d'une part, il peut y avoir des compensations organisationnelles à mettre en place, des compensations techniques assez simples qui vont être mises en place pour simplifier l'activité professionnelle du salarié, mais que surtout, il va y avoir des sensibilisations du collectif de travail à mettre en place, des sensibilisations ciblées sur le handicap et les manifestations du handicap dans le cadre du travail. Et que c'est cet élément-là, la compréhension par les collègues de travail des difficultés de leurs collègues, qui va permettre que la personne, que ces difficultés soient comprises et acceptées et qu'on ne se dirige pas à terme vers effectivement une inaptitude ou un licenciement dans ces cas-là pour faute ou pour d'autres motifs, mais où à la base, c'était bien une problématique de santé ou de handicap qui est à l'origine des difficultés et des problèmes. Donc ça, on le fait de plus en plus. Donc voilà pour ces deux exemples-là. De manière générale, après, on l'a entendu depuis tout à l'heure, ce qui est important sur la question de la prévention, c'est d'intervenir le plus
tôt possible, de manière à avoir du temps ou pour envisager la reconversion professionnelle quand le maintien sur le poste ne sera pas possible, ou bien avoir le temps d'étudier toutes les problématiques de compensation et pour pouvoir, quand la personne reprend, pour pouvoir pour qu'elle puisse recommencer dans les conditions idéales ou adaptées en tout cas à ses besoins. Et ça tout ce repérage précoce, il se fait en grande partie par tout ce qui a pu être évoqué depuis le début en termes de partenariat, d'échange entre les différents intervenants, de participation multidisciplinaire sur, alors on a entendu parler des cellules PDP, il y a des cellules maintien, il y a les équipes pluridisciplinaires MDPH. Enfin, toutes ces instances et tous ces lieux d'échange vont aussi favoriser l'anticipation de la prise en charge et du coup la prévention, la désinsertion. Merci beaucoup, Monsieur Gaspard, et merci à vous, Madame Elsa Garnier. Donc, on va revenir sur quelques petites questions qui ont pu être posées. Et dans l'ordre, une première question plutôt pour la GFIP, pour savoir si l'intervention de la GFIP en entreprise est payante. Absolument pas, c'est des services gratuits. Voilà, donc il suffit de nous faire un petit mail sur l'adresse mail que je vous ai indiquée tout à l'heure dans le slide. Je vais vous la remettre à l'écran. Hop, la voici. Une autre question, cette fois plutôt pour vous, Monsieur Gaspard, mais lorsque un problème est identifié, c'est globalement les médecins du travail qui vont peut-être solliciter le plus les Cap emploi, mais admettons qu'un employeur soupçonne des difficultés liées à un processus de travail, est-ce qu'il peut anticiper en amont du coup le Cap emploi pour faire une étude plus globale et comprendre les modes de fonctionnement, voir s'il y a quelque chose à faire pour prévenir? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les signalements, alors j'ai pas les chiffres pour toute la région. Pour la Loire, en gros, il y a 40% des signalements de situations qui nous arrivent par les services de santé au travail, 25% par les employeurs, 25% par les salariés directement et 10% par d'autres acteurs, d'autres partenaires. Donc oui, un employeur ou un salarié peut tout à fait solliciter directement le Cap emploi de son département. Le conseil Cap emploi ira voir repérer effectivement la situation, évaluer les besoins et du coup faire le lien avec le médecin du travail ou les différents intervenants ou partenaires qui sera utile de mobiliser sur les situations. Mais la saisine directe du Cap emploi est tout à fait possible. Merci beaucoup, Monsieur Gaspard. On va conclure ce webinaire. Encore une fois, les questions qui ont été posées seront toutes remontées dans la fameuse question-réponse que nous mettrons sur les sites internet de l'adresse et donc de la GFIP aussi. Et avant de conclure, ne partez pas tout de suite, on va donc publier un lien sur le chat qui va vous permettre de répondre à un petit questionnaire de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça prendra pas plus de 2 minutes, c'est promis. Et puis moi, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que ce webinaire n'est pas le dernier webinaire. Il nous en reste encore un dans notre cycle de webinaires qui se tiendra le 25 novembre, donc de 11h à 12h30, toujours le même horaire, et qui portera sur comment accompagner la reconversion professionnelle des salariés en risque d'inaptitude. Donc, dans la continuité de tout ce qu'on a déjà pu voir, on arrive donc à notre dernière étape. Donc, notez bien cette date du 25 novembre.
Et on espère vous y retrouver nombreux. Et puis moi, je vous remercie au nom de tous les intervenants de l'AGFIP et de l'ADRETS d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'il aura répondu à l'ensemble de vos questions et que maintenant vous êtes mieux armés pour détecter vos salariés en difficulté de santé et faire de la prévention et de la détection précoce. Et encore une fois, n'oubliez pas notre petit questionnaire, ça nous permet à nous de nous améliorer et de vous proposer des supports toujours plus en adéquation avec vos besoins. Donc, merci aussi à tous les intervenants pour toutes ces interventions et les contenus de qualité que vous nous avez présentés aujourd'hui. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.